Merci encore de cet exposé. Et nous allons tout de suite passer donc à la dernière conférence qui est à trois voix avec Luc Digny qui est président de la commission Sigma 2 de la 3AF, Joël Deschamps et le général Jean-Marc André. Voilà, à vous. Merci Bruno pour cette introduction et merci à Pascal Fechner pour son hospitalité. Donc dans ce dernier exposé de la soirée, on va essayer de ne pas trahir la tradition du voyage de ces exposés de ce soir, puisque après Terre-Neuve, la Malaisie, le détroit de Malacca et les Nantis, il faudrait continuer à faire rêver. Alors me direz-vous, Sigma 2 pourrait nous emmener dans les étoiles? C'est pas sûr, on va essayer d'être un peu plus pragmatique, mais nous avons décidé de vous présenter ce soir des points de vue croisés sur des cas d'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés, en infrarouge et en radar, avec la participation de Jean-Marc André, général de brigade aérienne, deuxième section, donc à la retraite, plus ou moins, tu me pardonneras la précision des propos, et de Joël Deschamps, qui participe aussi à la commission, qui est un chercheur en retraite de l'ONERA, spécialiste des rayonnements infrarouges, avec lequel d'ailleurs j'ai fait quelques voyages, et lorsque je regardais la route de l'oiseau blanc près de Terre-Neuve, ça m'a fait penser à des missions que nous avons accomplies il y a quelques décennies. Voilà. Alors, cela étant dit, diapo suivante. La commission, donc Sigma 2, est une des nombreuses commissions techniques de la 3AF qui s'occupe de quoi? Des phénomènes aérospatiaux non identifiés, que certains appellent aussi par abus de langage les ovnis. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est une commission de croyants? Est-ce que c'est une commission de scientifiques? Quel type d'enquête mène-t-il? Eh bien, ça va être l'objectif de ce soir, de vous démontrer sur un sujet passionnant et étonnant. Diapo suivante. Donc, je laisse une petite vidéo répondre à la question qu'est-ce que sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les ovnis? Est-ce que ça existe? Et on se retrouve juste après. Pascal, tu peux envoyer. On n'a pas le son. Bon, alors il va falloir que je fasse la voix. Ça, c'était pas prévu du tout. Donc, il s'agit de la bande-annonce d'un film qui est paru au mois d'avril dernier, réalisé par Dominique Filleul, en particulier sur les observations de phénomènes aérospatiaux non identifiés qui ont été réalisés aux États-Unis par des pilotes de l'US Navy en 2004 et puis ensuite en 2014 et 2015. Et donc, ce reportage exprime des points de vue tant du côté américain avec des interviews notamment du sénateur Reid, que des représentants officiels qui ont conduit un programme de recherche sur les menaces aériennes avancées et possiblement sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et puis également des avis recueillis du côté français, notamment auprès d'Alain Juillet, ancien ou responsable d'intelligence économique en France, qui a donné son point de vue sur ce sujet. Alors, on va passer tout de suite à la diapo d'après. Donc, la commission Sigma 2, c'est pas une commission ésotérique, indépendamment de son nom, c'est une commission qui s'intéresse d'abord à chercher des bases de données concernant les phénomènes aérospatiaux, à établir des contacts et des accords avec différentes organisations pour pouvoir accéder donc à ces bases de données et pouvoir en mener ensuite des études particulières, dont celle que nous allons vous montrer ce soir, sur des cas de phénomènes étonnants et que donc qu'on ne comprend pas, phénomènes aéronautiques. Enfin, nous croisons évidemment ces analyses de cas avec la physique. Donc, nous avons un certain nombre d'experts au sein de l'équipe qui ont des expertises dans différents domaines de la physique, mais aussi dans le domaine de l'observation, dont Joël Deschamps, ici présent ce soir, spécialiste d'observation infrarouge, d'observation radar, etc. Cette commission est donc d'abord pluridisciplinaire, des anciens pilotes, des médecins, un astronaute, dont le nom est très connu, Jean-François Clairvoy, des anciens du CNES, du ministère de la Défense,
des ingénieurs, bref, une population diversifiée qui s'attache à essayer d'expliquer des phénomènes réputés inexplicables. Diapo suivante. Donc, parmi les objets que nous cherchons à identifier, évidemment, nous recoupons des observations faites avec des caméras, des senseurs ou simplement à l'œil nu, de formes bizarres évoluant dans le ciel, que nous cherchons à comparer avec des objets qui traversent le ciel de temps en temps. Alors, cela peut être dans certains cas des drones, comme on le voit en bas de l'image, des drones de nouvelle génération qui peuvent être très rapides, ou certains qui volent et qui rentrent dans l'eau à changement de milieu, mais également des avions furtifs ou des planeurs hypersoniques, des missiles qui volent à plus de Mach 10, voire Mach 20. Donc, bref, toute une population d'objets volants avec des caractéristiques étonnantes. Diapo suivante. Et donc, nous confrontons ces caractéristiques d'engins connus, même s'ils sont rares, à des observations encore plus rares, des formes lumineuses, des formes qui changent de géométrie, et puis aussi des objets, des phénomènes que l'on capte avec des caméras infrarouges. C'est ce que nous avons en bas de l'écran, que nous allons étudier de plus près ce soir. Alors, observation infrarouge, oui, mais observation radar aussi, pour pouvoir recouper l'information et essayer de percer l'identité de ces phénomènes. Diapo suivante. Alors, que peut-on faire avec une caméra infrarouge? Bon, une caméra infrarouge, comme toute caméra, elle fournit des observations angulaires en 2 dimensions, avec un certain nombre de détails qui permettent d'affiner la forme qui est perçue, voire de déterminer sa température. C'est le but d'une caméra infrarouge. Pour autant, on n'a pas l'information distance, on n'a pas l'altitude de l'objet, on n'a pas sa vitesse. Ce qui amène d'ailleurs à d'éventuelles confusions, car la mesure d'une vitesse angulaire avec une caméra peut correspondre, selon la distance, à différents niveaux de vitesse. Par exemple, un objet observé à quelques kilomètres peut être animé d'une vitesse de 300 km/h et donc apparaître sous une vitesse angulaire identique à une distance de 10 km, cette fois à 600 km/h, pardon, ou à 20 km à 1200 km/h. Donc pour les gens qui mènent une enquête sur le phénomène, évidemment, on a quelques ambiguïtés qu'il va falloir lever. Et la question, c'est comment? Diapo suivante. Par exemple, avec des radars, les radars sont moins précis quant à l'imagerie de l'objet, mais en revanche, ils nous donnent des mesures directes de distance, de vitesse, en 3 dimensions, voire d'estimation d'accélération. Et donc, à défaut de connaître la forme de l'objet, on va connaître sa position, et c'est ainsi qu'on va pouvoir envisager, en croisant les informations infrarouges et les informations radar, d'en savoir davantage sur la trajectoire, et donc peut-être d'identifier l'origine de l'objet et son identité. Diapo suivante. C'est donc ce qui nous amène ce soir à vous commenter 3 cas de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le cas Cougar, qui est un cas chilien, donc les voyages continuent, avec une observation infrarouge qui a été faite par un hélicoptère Cougar de la marine chilienne en 2014. Mais il y a aussi d'autres informations, notamment radar, et c'est donc Jean-Marc André qui va vous commenter ce cas. Le cas d'Aqualia, qui est une observation infrarouge faite cette fois par un avion de surveillance côtière américain à Porto Rico, cela date de 2013. Et enfin, pour revenir à la bande-annonce du début, l'observation infrarouge visuelle et radar par des F-18 de la marine américaine, partie du porte-avions Nimitz en 2004 et observée donc à la fois en infrarouge et par des radars. Et nous reviendrons donc sur ce cas totalement emblématique puisqu'il défraye la chronique depuis fin 2017. Jean-Marc, je te cède la parole maintenant. Merci. Merci. Et on va passer donc sur le premier cas avec la diapo suivante. Voici. Alors, il s'agit donc d'un hélicoptère Cougar qui est fabriqué en France d'ailleurs, de la marine chilienne, lequel est équipé de ce qu'on appelle une boloptronique, en l'occurrence une Wescam MX-15. La scène se passe au sud de Santiago. On a marqué Santiago à peu près au centre de l'image Google, et vous voyez en bas ce Cougar qui revient d'une mission de routine
et qui est en train de se diriger du sud vers le nord. Et voilà que l'opérateur de la boule optronique, en testant ses appareils, tout d'un coup, voit quelque chose qui l'intrigue. Et ensuite, il va demander au pilote de pouvoir suivre cet appareil. En fait, il n'a pas changé, pas varié de cap, et il a suivi pendant 8 minutes cet objet. On va montrer alors sur la diapo suivante, j'ai 4 vues. Voilà, alors on voit l'objet en haut, deuxième vue. On arrive à distinguer un peu des détails, on va dire, de forme, parce qu'on croit voir 2 sources de chaleur ici sur le plan horizontal. Vous voyez la grosse tache qui est sous la petite croix. Nous continuons sur la suivante. Voilà, la même chose. Donc, pour l'instant, ça ne varie pas. Je précise quand même que les vues qui sont présentées, qui ont été prises, toutes ne sont pas les mêmes, mais ont été prises autant dans l'infrarouge que dans le spectre visible. Et enfin, la dernière est assez surprenante. La voici, a une traînée. Alors, le problème, c'est que l'équipage du Cougar estime l'objet qu'il voit à une distance de l'ordre de 30-35 nautiques. Il l'estime de la même manière, à la même altitude qu'eux. Ils sont, je crois me souvenir, à 4500 pieds. Et, évidemment, il dispose du contrôle radar de Santiago, qui n'est pas très loin, et il lui demande, est-ce que, s'il vous plaît, j'ai quelque chose? On ne nous dit pas donc exactement à quel endroit, mais en tous les cas, le radar lui comprend, lui, il comprend que c'est du côté, dans la zone du Cougar, il lui dit, non monsieur, je n'ai rien, et là, le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a filmé pendant 8 minutes et qu'on va rapporter? Quel est cet objet qui se présente sous forme de 2 petits points noirs et puis qui, finalement, se met à faire une traînée? Alors, on a tout supposé, hein, il y a eu quand on lit les comptes rendus d'enquête, on a supposé qu'il larguait des déchets organiques, par ailleurs, et sachant que ça ne pouvait pas être des traînées de condensation, puisqu'il l'imaginait à 4500 pieds. Voilà, un peu, ça a été assez délicat. On a pensé que ça pouvait être un biréacteur, puisqu'on voit 2 points, un biréacteur qui allait se poser à Santiago. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu avoir de certitude sur l'affaire. Alors, Sigma 2 a été saisi de l'affaire et a pu disposer de la bande vidéo, mais on la trouve maintenant partout sur Internet, mais aussi, si on peut passer à la planche suivante, mais aussi des données radar. Alors, vous voyez ce grand carré noir, on a eu les données radar sous la forme de cartes radar, toutes les 30 secondes, sur laquelle on voit ce qu'on appelle les pistes de chacun des avions avec leur indicatif, et puis vitesse, altitude, etc., tous éléments dans la mesure où le système radar peut en disposer. Avec ce radar, on s'est amusé à relever tous les paramètres qui pouvaient y être inclus, et on a fabriqué, à partir de là, reconstitué les trajectoires de tous ces avions. On peut les montrer, ça devait être la suivante. Merci. Voilà, on a retrouvé quand même 23 pistes. On voit toujours notre Cougar qui est en bas à gauche. Le cercle qui est autour de lui, c'est le cercle, on va dire des 34 nautiques. Je crois que je l'avais fait comme ça. Et puis, toutes les autres pistes. Donc, certaines sont au décollage ou à l'atterrissage sur Santiago, et d'autres sont des petits avions, des choses comme ça. Alors, à partir de toutes ces pistes, on a examiné un peu, on a cherché ce que c'était, on les a identifiées, on les a examinées en tant qu'aéronefs avec leurs caractéristiques de motorisation, les altitudes qu'on avait pu trouver, etc. Et on a pu éliminer la plupart. La plupart, c'est-à-dire qu'en fait, du fait de leur motorisation qui ne correspondait pas, un petit monomoteur à essence ne peut pas être vu sous ces 2 formes qu'on a vues, les altitudes ne correspondaient pas, et au bout du compte, il ne nous reste qu'un candidat sérieux. Allons, montrons-le s'il vous plaît, c'est la suivante. Voilà, il ne nous reste que ce candidat,
l'indicatif est un IBE 6830, c'est un A340 qui vient de décoller de Santiago et qui est en pleine montée pour rejoindre, remonter vers le nord. Il remonte en principe vers l'Espagne. Voilà. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a reconstitué toute la géométrie au fur et à mesure de la progression de ces deux appareils, et on a constaté qu'elle coïncidait parfaitement avec les images vidéo. Ça, c'est assez important, et en particulier, on s'est livré à un exercice un peu spécial, c'est que, je crois que c'est sur la suivante, s'il vous plaît, la suivante. Voilà, on s'est dit, mais comment, sous quelle forme l'équipage du Cougar peut-il voir les moteurs de l'A340? Donc, connaissant les distances, l'envergure, les distances des moteurs et la géométrie sur l'A340. Sur le petit cartouche de gauche, c'est toute la géométrie de la configuration du Cougar et de l'A360, de l'A340, et de là, on obtient une image des réacteurs. Voilà ce que l'équipage du Cougar voit. Alors là, c'est un exemple, un moment particulier, et un moment particulier qui est bien précis. S'il vous plaît, la suivante. Voilà. Ça, c'est une image particulière infrarouge qui a été tirée de la vidéo. C'est une image, elle est unique. Elle est unique parce que, on peut dire, c'est presque une image parasite dans la mesure où elle a pu être prise à un moment de changement de focale. Donc, il se passe quelquefois des phénomènes optiques qui aboutissent à ces résultats. Et si vous voyez le bout de ces espèces de panaches sur le gauche bas de l'écran, eh bien, diapo suivante, on va vous les montrer. Voilà, ça correspond au point de vue temps. Dans le petit cartouche de droite, on voit que l'A340 est en fin de son virage vers la montée. Il est encore incliné, cette inclinaison se calcule très très bien, elle est l'ordre de 20 degrés. Et que justement, ce qu'on peut voir, l'image calculée, vue du Cougar, est celle-ci, diapo suivante. Et voilà, vous voyez les petits points jaunes, ce sont les positions calculées des réacteurs de l'A340. On a une superposition quasi parfaite et on pourrait penser que c'est une belle coïncidence, mais ça nous incite à penser quand même qu'on était dans le vrai et qu'il s'agit bien des 4 réacteurs sur l'image de l'A340 qui correspondent bien à ce qu'on avait pu prévoir avec la géométrie. Alors, il y a un autre point qu'on a regardé, parce qu'on n'a toujours pas conclu sur l'affaire des traînées, du panache. Allons-y sur la diapo suivante. Lorsqu'on a le panache, ça se situe en fin de vidéo. On est quasiment à 14 heures locales. Je ne vous avais pas précisé l'heure, mais on est de 13h50 à 14 heures locales. L'A340 passe par le niveau 275. La question est-il possible qu'on ait des traînées de condensation au niveau 275? Nous avons pu disposer de ce qu'on appelle cette pièce que vous voyez à droite en bas, qu'on appelle l'émagramme, et qui en fait donne la situation atmosphérique avec tous les paramètres d'humidité, de température, de vent, etc., au fur et à mesure qu'on monte en altitude. L'analyse de cet hémagramme a montré, pas avec une certitude, il faut l'avouer, mais que les traînées de condensation étaient parfaitement possibles au niveau 275. Voilà, je vous ai résumé en gros cette recherche donc, qui était extrêmement intéressante du fait qu'on a pu croiser, comme on dit, des informations visuelles avec des chiffres qui sont marqués sur les vidéos et des informations radar. On a pu rassembler un certain nombre d'éléments
qui, sans constituer une preuve formelle, nous pousse à penser qu'il s'agit bien d'un A340 dans le cas de ce phénomène d'OVNI. Voilà, c'est un cas d'école. On va passer maintenant à un autre cas qui est un peu plus, on va dire, compliqué. Ça s'est passé en 2013, le 25 avril 2013. Nous sommes à Porto Rico, l'île de Porto Rico, et sur la côte nord, il y a une petite ville qui s'appelle Aguadilla, avec un aéroport qui est en même temps une base militaire. C'est le soir. Il fait nuit. Il est aux environs de 21 heures locales, mais donc il y a beaucoup de gens dehors, il y a du trafic, etc. Que se passe-t-il? Le contrôleur de la tour de contrôle d'Aguadilla est alerté par quelque chose qu'il estime qui l'intrigue. Il voit des écho-radars au-dessus de la mer, au nord de sa position. Et il se dit, si c'est un trafic, si c'est un avion, attention, j'aimerais bien être prévenu et ça constitue une gêne pour les autres. À ce moment-là, justement, que se passe-t-il? Il y a prêt à décoller un DHC-8 dont vous voyez l'image on va dire des gardes-côtes américains, la CBP qui veut dire Custom and Border Protection, je crois. Il est prêt à décoller et le contrôleur lui indique justement, est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe car j'ai des échos que je n'arrive pas à identifier. Le DHC-8 est équipé, quasiment comme le Cougar, d'une nacelle que vous voyez sur l'image en haut à droite, pareil, qui peut faire de l'imagerie visible et de l'imagerie infrarouge. Il est de plus équipé d'un système laser de façon à pouvoir mesurer la distance avec la chose qu'il vise ou qu'il croit viser. À partir de là, le DHC-8 décolle, fait un tour du terrain par le nord, donc vous voyez, il va survoler la mer, il va revenir au-dessus du terrain, et là, il va dire au contrôle, « Oh, je vois quelque chose », une lumière rouge-orangée qui semble venir de la mer, donc au nord, et qui semblerait se diriger vers l'aéroport. À partir de là, il va aussi utiliser son système d'optronique et il va prendre pendant 3 minutes des images de l'objet. Le pilote qui a dit qu'il avait vu cet objet à un moment, il avait le perdre de vue très rapidement, mais le système optronique va le garder et le suivre jusque ce que le DHC-8 reprenne sa mission de routine. Alors, est-ce qu'on a, normalement, on devrait pouvoir passer quelques vues en vidéo. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de réponse là. Est-ce que, Pascal, est-ce qu'on a la vidéo? Parce que ça va peut-être passer. Voilà. Alors, je vais vous les commenter. Ça, c'est lorsqu'on acquiert la chose qui semble arriver de la mer et là, on la voit se diriger, on va voir le terrain. Là, c'est plus loin. On est en train de resurvoler la piste. Voilà, on a l'impression que ça survole la piste, ça c'est sûr. Et vous allez voir, il y a des atténuations. On le voit quasiment disparaître par moment. Il survole la banlieue industrielle à côté de l'aéroport. Vous voyez, le petit point noir fluctue. Et là, une autre séquence, on passe le rivage et maintenant on voit la mer. Et là, il se passe des choses bizarres parce qu'ici, il y a des disparitions de l'objet. On voit aussi, vous allez voir là, que se passe-t-il? Est-ce qu'il plonge dans l'eau? Est-ce qu'il surfe sur l'eau? Et puis, il va se passer encore autre chose, c'est qu'il va se dédoubler, cet animal, ce qui intrigue beaucoup de monde. Voilà, là, hop, on le voit avec un grossissement supérieur ici. Tiens, il y a 2 images. Voilà, alors tout ça, c'est très, très, très intriguant. Et puis, ça a défrayé la chronique pendant un certain temps et je crois que ça la défraye toujours. Voilà, merci. Alors, maintenant, on va passer à l'image suivante, à la diapo suivante. Quelle est-elle?
On a du mal à revenir. J'essaye avec mon... Voilà. Alors, passons à la suivante. Alors, voici, ça, c'est une vue de la trajectoire du DHC8 reconstituée à partir des données lues sur la vidéo. On en reparlera plus tard. Diapo suivante. Alors là, je ne sais plus pourquoi elle est là. Voilà, celle-ci est beaucoup plus intéressante parce qu'on a travaillé. Alors maintenant, je vais vous dire le travail qu'on a fait avec le radar. Nous avons pu disposer des enregistrements radar sous forme de fichiers Excel, très nombreux, et on a pu justement projeter ça sur des images Google Earth et puis étudier chacun de ces points. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Les petits points blancs. Les petits points blancs sont des points non identifiés, ce qu'on appelle des plots non identifiés, qui ont été pris par un radar, qui est d'ailleurs assez loin, mais c'est vraisemblablement un de ces points non identifiés qui a alerté le contrôleur de la tour de contrôle d'Agodilla. Tous ces petits points, il ne faut pas penser qu'ils se produisent ensemble simultanément à chaque seconde. En fait, ils représentent les positions successives d'un seul, on va dire, objet, bien qu'on ne sache pas ce que c'est. Ça pourrait être un nuage, mais il n'y en a jamais qu'un à la fois. Donc, si on considère un nuage, non, c'est les plots, les positions successives de ces plots. Les premiers sont là, vous voyez juste sous la flèche rouge, et les derniers sont tout en bas à gauche de l'écran. Donc, il est à peu près certain déjà que si objet il y a, il s'est déplacé de la position de la flèche rouge vers la position du coin gauche de l'image. Ça, première constatation. Deuxième constatation, mais là, je ne le vois pas à l'écran, c'est qu'on devrait voir... Non, et là, sur la suivante, on la voit peut-être. Non plus. On revient en arrière. Voilà. On devrait voir aussi les positions de radar du DHC8. Elles correspondent parfaitement au tracé rouge que vous voyez sur la carte, qui est la trajectoire à partir des données restituées de la vidéo. On a donc bien coïncidence parfaite entre les données radar et les données vidéo de ce point de vue-là. La flèche rouge, ça, on a indiqué cette flèche rouge pour dire, eh bien voilà, c'est le témoignage oral du pilote du DHC8. Comment on restitue son témoignage? Il semblerait que ce qu'il voit, lui semble en tout cas, venir dans cette direction vers l'aéroport. Voilà donc ce qu'on peut dire des données radar. Penchons-nous maintenant sur les données vidéo. S'il vous plaît, la diapo suivante. Alors, sur ça, ça va être difficile quand même de montrer ça à tout le monde. On dispose vraiment de beaucoup de choses là-dessus. Sur la gauche, tous les éléments qui sont marqués en jaune sont des éléments qui concernent le porteur, vitesse, altitude, cap, etc. Tout ce qui est en blanc, blanc-crème à droite, concerne le target. Ce qu'on appelle le target, c'est l'objet visé. Et cet objet visé, eh bien, on peut en restituer par le calcul la distance entre le porteur et le target, et par le calcul, l'altitude et la position. Ça, c'est extrêmement important parce que on a tout au long de la vidéo, nous disposons de la position du target qui a été restituée. Il y a une chose qui est extrêmement intéressante à noter, c'est que si on compare, si on regarde les altitudes du target pour chacune de ces positions, elles correspondent chaque fois à l'altitude du sol, l'élévation du sol à cet endroit-là. C'est systématique. On en déduit une chose qui est certaine, c'est que les positions target qui sont indiquées sur la vidéo ne sont pas les positions de l'objet qui a été visé.
Donc, notre OVNI, eh bien, nous n'en avons pas les coordonnées. Ce système nous donne quelque chose d'intéressant. Il nous donne quand même la ligne, ce qu'on va appeler la ligne de visée optique, c'est-à-dire la droite, le segment de droite sur laquelle se trouve notre objet. Ce segment de droite est éliminé d'un côté par l'avion porteur de la boule optronique, de l'autre par le point target qui est au sol. Donc, on a une indétermination de la position de l'objet filmé sur la ligne de visée. On peut passer à la phase suivante, à la diapo. Alors, ces lignes de visée, on les a rassemblées, voyez, on en a fait tout un faisceau. À droite, toutes ces petites lignes jaunes. Toutes ces petites lignes jaunes sont les lignes de visée. C'est dommage qu'on ne puisse pas les faire grossir, mais chaque ligne de visée, vous voyez, on retrouve sur la partie supérieure le pourtour, c'est le trajectoire du DHC-8, et les points d'arrivée au sol, c'est les points target indiqués sur la vidéo. Donc, la chose que nous savons, c'est que les trajectoires, le pan, objet, OVNI, comme on veut bien l'appeler, est situé sur ces lignes jaunes et que sa trajectoire s'appuie sur ces lignes de visée en jaune. La deuxième chose, qui est aussi importante, c'est de constater qu'au moment où on filme où se passe la vidéo, à ce moment du timing, les plots radars sont complètement éloignés sur la gauche de l'image. On en déduit avec certitude qu'il n'y a aucune correspondance entre ces plots radars et les plots radars vus par le contrôleur et l'objet qui a été filmé. Voilà, ça me paraît très intéressant. Maintenant, on va passer à une autre phase. Je crois que la suivante, on va aborder la partie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait des images? Comment est-ce qu'on interprète ces images? Et là, je vais laisser la parole à Joël Deschamps. Merci Jean-Marc. Donc là, sur cette diapositive, on a une image extraite de la vidéo. Et ce qu'on constate tout de suite, c'est que la qualité n'est pas extraordinaire, ou en tout cas, elle n'est pas à la hauteur des performances qu'on peut attendre d'une boule optronique comme celle qui est utilisée. On pense en fait qu'on a une vidéo qui est une recopie d'écran, ce qui explique qu'on a beaucoup de phénomènes de saturation à une qualité assez médiocre. Sur cette image, on peut voir le réticule central, qui est l'axe de visée de la boule, et l'objet qui nous intéresse est un peu en dessous, c'est le petit point noir qui est un peu en dessous. Il faut noter que pendant toute la phase d'observation, à aucun moment la poursuite n'a été effective. Donc effectivement, le laser n'a jamais visé l'objet, mais a visé le centre du réticule. Ce qui confirme ce que disait Jean-Marc sur le laser qui ne donne pas la distance de l'objet. Sur ces vidéos, on a eu 3 axes d'analyse. Un axe radiométrique, puisqu'on est censé avoir une information de température apparente. Malheureusement, à cause de la saturation, on n'a pas pu faire une évaluation très très précise, mais en travaillant en relatif, on arrive à la conclusion que l'objet a un point chaud, voire 2 points chauds, puisque par moment on voit 2 points chauds, et que ces points sont suffisamment chauds pour saturer le capteur, et non pas la vidéo qu'on a là. Donc une information intéressante sur l'intensité des points chauds dans l'objet. Le deuxième volet, ça a été de regarder la géométrie, voir si on pouvait remonter à une forme, à une taille de cet objet. Pour ce qui est de la forme, Jean Vanier, qui a travaillé sur le sujet, n'a pas pu sortir de résultats parce que l'image n'était pas d'assez bonne qualité. Mais par contre, il a pu remonter en faisant des comparaisons avec des objets dans la scène à des tailles d'objets qui sont estimées, suivant la distance qui est l'inconnue, estimées entre la dizaine de centimètres et 70-80 centimètres. Donc un objet de petite taille. L'analyse géométrique fait également apparaître les 2 points chauds que j'ai évoqués en radiométrie. Et puis en fin de compte, on a essayé aussi de regarder si on ne pouvait pas remonter à une information de distance en observant des interférences ou des impacts de l'objet sur la scène. Donc c'est la diapositive suivante
qui en fait normalement est une petite vidéo. Donc je vais essayer de vous la raconter. En fait, l'objet est masqué temporairement. Il est atténué, il disparaît puis réapparaît très vite. Et malheureusement, on n'arrive pas à statuer en regardant la vidéo. On n'a pas une résolution spatiale pour statuer si effectivement l'objet passe derrière un arbre, ce qui nous donnerait une information de distance à cet instant-là, ou si ce masquage est dû à une nébulosité qui se trouverait entre l'objet et l'avion. C'est une piste qu'il faut qu'on continue à travailler. La vidéo suivante, la diapo suivante, s'il vous plaît. La dernière diapo concerne effectivement la zone de survol de la mer. On a vraiment l'impression d'un effet de ricochet sur l'eau, avec un impact sur l'eau qu'on peut voir, enfin, qu'on peut deviner sur cette diapo. Et tout se passe comme si l'objet tapait l'eau, le chauffait localement et puis se cassait en deux. D'où l'apparition après des 2 points. Mais là encore, on n'a pas de certitude pour affirmer que c'est vraiment ce qui se passe. Voilà ce qu'on peut dire sur la voie infrarouge. Luc, je te redonne la parole. Non, c'est moi qui prends. C'est Jean-Marc qui prend. Et c'est Jean-Marc, pardon. Alors, si on fait le bilan de tout ce qu'on a vu jusqu'ici sur ce cas d'Aguadilla, on va se dire qu'on n'est pas très avancé. On ne sait quasiment rien. On n'a aucune certitude sur, après l'analyse des imageries infrarouges. Sur les positions, on ne sait rien. Si, on a quand même cerné un peu l'enveloppe des positionnements, mais on n'est pas très avancé. Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va pas vite? Est-ce que c'est haut? Est-ce que c'est bas? Ça, on n'en sait rien. C'est pas plus haut, certainement, que le DHC8, c'est certain. Alors, on va passer à la diapo suivante, parce qu'on a fait toute une étude, en gros, de trajectoires. Les trajectoires, on a essayé d'imaginer des trajectoires, parce qu'on sait que la position de notre objet passe d'une ligne de visée à la ligne de visée suivante, à partir du moment où on peut déterminer effectivement son altitude de départ et une vitesse, on va dire, c'est de sa vitesse verticale. Alors, on a essayé de faire des choses un peu caricaturales pour cerner un peu les trajectoires possibles et voir un peu à quoi ça ressemblait. On a décidé qu'on allait tester en simulateur, et vous voyez un peu l'imagerie du simulateur sur cette vue, à partir du moment où on fixe l'altitude de départ sur la première ligne de visée, et on fixe également on va dire la vitesse verticale. Ce sont ces 2 paramètres que l'on voit dans les 2 petits cartouches en jaune à gauche et en haut, et que l'on peut faire varier. À partir de là, on a des images. L'image de gauche, avec toutes ces jolies courbes, on va essayer d'imaginer le tracé de la côte. Vous voyez la trajectoire de DHC8 qui est qui est supérieure. Les traces target qui sont au sol en vert, si vous arrivez à les voir. Et le résultat de tout ce calcul, qui est la trajectoire de notre objet et qui évolue en fonction des paramètres qu'on a bien voulu afficher dans les cartouches jaunes, qu'on peut faire varier en temps réel. Dans la partie droite, la vitesse horizontale de l'objet, ça c'est intéressant parce qu'elle va pouvoir nous aider à fixer de quel type d'objet il s'agit ou de quel type d'aéronef, si tant est qu'on puisse en trouver. Et c'est calculé d'une façon un peu approximative. C'est difficile d'avoir quelque chose de précis et de fiable. On a beaucoup d'incertitudes déjà sur les positions et faire du calcul de vitesse à partir de positions mal connues, eh bien, c'est très délicat. Alors voilà, par exemple, donc dans ce cas, je ne sais plus, on avait mis une hauteur de 500 pieds et puis un taux de descente de 2,1 pieds par seconde. Alors, on a étudié des cas limites, hein, et on va les voir d'ailleurs sur la diapo suivante. Oui, voilà. Et si on peut la mettre plein écran, ce serait plus sympathique pour tout le monde.
Alors, on s'est dit, regardons, par exemple, si, regardons l'hypothèse d'un objet qui aurait suivi, qui aurait accompagné l'avion DHC-8 dans son évolution. On voit la petite trajectoire, elle est inscrite en blanc sur leur touche du haut, qui est rayée, qui est barrée, parce qu'en fait, on a vite compris que c'était parfaitement irréaliste, qu'on ne peut pas, un objet qui se voit au départ ne peut pas accompagner le DHC-8 sans que quelqu'un ne le repère et sans qu'on comme les imageries hier ne l'auraient jamais perdu de vue s'il est trop près. Donc, exit cette solution. La solution assez sympathique, d'ailleurs, de la deuxième, au milieu, c'est le vol rasant à 100 pieds sol. Alors là, oui, ce n'est pas une vitesse verticale fixée, mais on a fixé un autre paramètre pour en arriver là. Alors, on accompagne aussi on est assez près des traces sol, on distingue la trajectoire de l'objet en blanc, sous les lignes de visée, ceci est assez compatible parce que ça nous permet de rendre compte du fait que peut-être l'engin va surfer ou plonger dans la mer en bout de compte. Là. Et le domaine de vitesse observé, il est compatible plutôt d'hélicoptères ou drones moyens, drones rapides. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, ceci ne rend en tous les cas pas compte du fait que l'image de notre objet se dédouble. Le troisième cas qui est très intéressant, je ne vous cacherai pas que c'est celui qui est ma préférence, c'est le cas d'un objet qui part à 1000 pieds, qui descend à 2 pieds par seconde, et on voit qu'on a une trajectoire, vous voyez sur l'image, quasi rectiligne, avec une vitesse faible, inférieure à 50 km/h. Ça correspond assez à l'intuition d'ailleurs de pas mal de gens qui ont travaillé sur le sujet, et ça laisse la porte ouverte à des engins poussés par le vent ou de drones qui naviguent lentement ou poussés par le vent. Voilà, ces 3 cas, on va dire, un peu extrêmes, nous donnent une probabilité assez forte, d'ailleurs, quand même, pour le deuxième et le troisième. Alors, on peut se dire que les vraies trajectoires sont des composites de tout ça, sont entre les deux. Il faut admettre que si on ne sait pas simuler, eh bien, la vitesse verticale peut varier, mais elle ne peut pas varier beaucoup. De toute façon, on n'aura pas des variations brusques, la trajectoire sera quand même le résultat du parcours d'un objet, on va dire, classique. C'est ce qui ressort en tout cas de cette étude. Et je crois qu'il en reste, non, la dernière, je crois que c'est Luc qui va la commenter. Oui, voilà. Je te laisse la parole. Merci Jean-Marc. Donc, pour continuer, conclure sur ce cas-là et passer rapidement ensuite aux observations américaines, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons fait différentes hypothèses car il n'était pas possible d'aboutir, comme dans le cas chilien, à l'identification directe d'un objet par recoupement radar et infrarouge. En l'occurrence, nous avons une certitude, c'est qu'il n'y a pas d'objet extraordinaire qui est observé. L'hypothèse de certains groupes de travail qui concluaient à un objet qui plongeait dans la mer après un vol au-dessus de l'aéroport était néanmoins visible à l'infrarouge et ressortait après, nous semble assez fantaisiste. Notre cœur balance au fond entre l'hypothèse d'un objet lent, et qui est la dernière hypothèse décrite par Jean-Marc, soit une lanterne taille, soit un micro-drone qui se laisse porter par le vent et qui va avoir une trajectoire très locale. Le problème, c'est qu'on est un objet qui émet pas mal dans l'infrarouge, donc il devrait être chaud. Autre hypothèse, c'est celle de l'objet, qui évolue à très basse altitude ou qui rejoint une altitude plus importante vers un vol rasant et qui va qui pourrait être un micro-drone utilisant par exemple des tuyères à gaz. Ça existe et ça peut voler très vite. Voilà. Donc je propose qu'on passe à la suite
et qu'on dise quelques mots du fameux cas Nimitz qui a quand même défrayé la chronique. Diapo suivante. Donc en 2004, que se passe-t-il? Je vais relater les faits tels qu'ils nous ont été racontés par un groupe d'ufologues américains. Soyons clairs, il y a aujourd'hui un certain nombre de faits d'enquête menés par le Pentagone. Les vidéos infrarouges dont on va parler sont authentiques. La question, c'est que peut-on en tirer? Et vous avez bien compris que pour tirer la substantifique moelle d'une vidéo infrarouge, il faut pouvoir recouper les informations de contexte, il faut pouvoir avoir éventuellement des informations radar pour estimer les distances. Sinon, eh bien, c'est une démarche qui revient à observer une boule de cristal ou une boule infrarouge, si vous voulez, et en l'occurrence, on ne peut pas en tirer toutes les informations nécessaires. Donc, ce que vous avez sur la présente image, c'est un extrait d'une des vidéos qui a été prise par un F-18 qui était parti du Nimitz, donc lors d'une manœuvre navale en 2004, et qui observe donc un objet en infrarouge. Bon, en fait, cette observation n'est pas qu'infrarouge, et c'est ce que je vais vous raconter juste après. Diapo suivante. Donc, en fait, pendant des manœuvres navales qui ont lieu de mémoire entre le 10 et le 14 novembre 2004, au large de San Diego, il y a réuni le porte-avions Nimitz, un croiseur Princeton qui est équipé d'un radar très performant, des F-18 et un avion donc de surveillance aérienne qui est un avion Hawkeye. Diapo suivante. Que se passe-t-il? En fait, au début donc de ces manœuvres navales, le croiseur Princeton et le Nimitz vont observer une série d'écho-radars qui s'étendent de mémoire sur une centaine de miles à une altitude relativement élevée de 80 000 pieds et une vitesse relativement lente de 100 nœuds. Bon. Ceci les intrigue, mais les écho-radars nombreux vont disparaître et donc rien ne se passe ce jour-là. Diapo suivante. Le jour d'après, en fait, les observations radar sont renouvelées, cette fois en observant des séries d'écho-radars à 80 000 pieds, puis variant extrêmement vite depuis l'altitude de 80 000 pieds jusqu'à 20 000 pieds et jusque en dessous de 500 mètres d'altitude. Donc, ces observations radar continuent d'intriguer et vont conduire le porte-avions Nimitz à missionner des patrouilles, donc de F-18, pour intercepter ces objets ou ces écho-radars. Diapo suivante. Alors, dans le cercle rouge qui correspond en gros à un cercle je dirais à distance de l'ordre de quelques dizaines de nautiques autour du Nimitz, un F-18 est présent et donc va effectuer un certain nombre de manœuvres, d'investigation et n'arrive pas ni à accrocher avec son radar, ni à avoir un contact visuel avec un objet aérien. En revanche, il observe sur l'eau une trace d'écume assez large de quelques dizaines à centaines de mètres qui l'intrigue beaucoup. Pendant ce temps-là, une patrouille de F-18, donc, qui a été envoyée par le Nimitz, est en train de rejoindre la zone. Diapo suivante. La patrouille donc est à proximité de la zone où était observée donc cette trace d'écume. Elle va prendre une position qui est une position d'attente d'une patrouille d'interception qui est prédéterminée à l'avance. Et donc, diapo suivante, un des chasseurs va se rapprocher, en fait, descendre donc de l'altitude d'attente vers la mer pour rejoindre donc la trace d'écume. Et à ce moment-là, le pilote donc a un contact visuel avec un objet de grande dimension qu'il caractérise par un nom de tic-tac, par référence à cette pastille donc de forme allongée, et donc se rapproche de l'objet. Lequel objet va changer d'attitude et va entamer en fait une manœuvre de montée extrêmement rapide, va croiser le F-18 et rejoindre un point dans l'espace. Il est suivi alors par le radar du croiseur Princeton qui indique aux deux chasseurs F-18 en fait que cet objet a rejoint en fait la position d'attente initiale des chasseurs, ce qui est assez étonnant. On continue, diapo d'après. Donc, à ce moment-là,
le radar de Princeton observe aussi autre chose, c'est que les traces radars qui étaient toujours présentes en l'air, donc à haute altitude, descendent extrêmement rapidement au bord de la mer au moment où l'objet tic-tac quitte sa position pour sa montée rapide vers le point d'attente des chasseurs. Donc, on a des observations visuelles, des observations radar, des changements d'altitude que les gens n'expliquent pas. On continue, diapo d'après. C'est alors qu'une autre patrouille de F-18 va arriver sur zone, guidée par le Hawkeye, donc à proximité donc, du point où se trouvait le tic-tac. Et à ce moment-là, il va y avoir à la fois un contact radar par l'un des deux F-18 à une distance de 33 miles à peu près, et l'autre F-18 va accrocher en fait sa boule optronique sur un objet, et en fait c'est la vidéo dont vous avez vu une image tout à l'heure. Et c'est donc depuis cette date qu'il y a donc des enregistrements qui ont été faits par des chasseurs de l'US Navy d'objets qualifiés d'OVNI. En fait, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc, pour arriver à la fin de cette restitution en fait d'une histoire qui nous a été racontée, et malheureusement pas d'un rapport de l'US Navy qu'on a pu analyser, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a effectivement eu un certain nombre d'observations infrarouges, d'enregistrements qui ont été avérés par le Pentagone depuis un certain nombre de déclarations qui datent depuis fin 2017, que les pilotes de l'US Navy ont continué à faire des observations, notamment en 2014 et en 2015, qu'il y a des enregistrements radars, mais qui n'ont pas été publiés, ceux-là, et qu'il y a aujourd'hui une commission d'enquête qui a été réunie par le Pentagone sous le leadership de l'US Navy pour faire des rapports sur ces observations et croiser les observations et les informations sur les événements d'objets non identifiés dans l'espace aérien américain collectés par différentes agences. Il se trouve aussi d'ailleurs que le Pentagone a signé un accord de coopération avec le Japon qui a fait de son côté des observations. Cela étant dit, et c'est un peu la conclusion de notre intervention de ce soir, vous comprendrez bien à la lumière de la restitution qui a été faite du cas Cougar, donc il faut quand même se souvenir que l'agence enquêtant sur les ovnis au Chili, qui dépend de l'aviation civile, avait conclu de son côté à l'observation d'un objet volant non identifié, invisible au radar, entouré d'un plasma et donc extrêmement étonnant. Vous avez constaté qu'avec le croisement des informations radar et infrarouges, nous étions arrivés à des conclusions différentes. Porto Rico, c'est un cas un peu indéterminé où on oscille entre deux hypothèses qui n'ont rien d'extraordinaire, mais sur lesquelles on ne sait pas vraiment conclure. Quant aux Nimitz, eh bien, nous attendons que les agences ou les sociétés privées américaines qui travaillent sur ces sujets-là publient un rapport en bonne et due forme sur lequel on pourra à ce moment-là porter notre attention et essayer de déduire de notre côté un certain nombre d'informations. Je voudrais passer à la dernière diapo pour conclure. Suivante. 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 Voilà. Donc, nous avons aussi un certain nombre de travaux sur les moyens d'observation et nous avons entamé des discussions avec l'Observatoire de Paris et l'Institut qui s'occupe des comètes. Et donc, pourquoi? Parce que cet institut utilise des réseaux de caméras qui n'observent non pas des objets ou des météorites dont il cherche à définir la trajectoire en un seul point, mais croisent les informations entre les réseaux de caméras. Ce qui permet à ce moment-là de lever l'indétermination sur la distance dont on vous a parlé au départ, et en croisant les informations, de reconstituer point à point les positions et les vitesses d'objets qui peuvent être extrêmement rapides. Une météorite qui rentre dans l'ionosphère et ensuite dans l'atmosphère va décélérer de vitesses qui peuvent atteindre 50 km/s ou 20 km/s jusqu'à des vitesses beaucoup plus faibles. Donc si on sait trajectographier ces objets-là, on devrait pouvoir voir autre chose. Et c'est l'objet de réflexion que l'on mène actuellement avec eux. Donc voilà pour conclure cette intervention de ce soir. Vous avez peut-être des questions, il commence à être assez tard. En fait, on a été ravis de présenter nos travaux. Et donc je tiens à remercier aussi, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, Nadia Tronche et également Jean Varnier, qui ont participé extrêmement activement aux travaux sur le cas d'Aquadia. Nous sommes une commission d'à peu près 15 personnes. Et donc, bien tout le monde dans sa spécialité essaye d'apporter sa contribution sur des sujets mystérieux
et sur lesquels on essaye de faire la lumière. Voilà, merci. Merci à tous les trois pour vos passionnantes déductions. En même temps, je dois vous dire que vous avez triplé le temps imparti. Donc, mais vous êtes trois. Hubert Cantaloupe n'avait que doublé. Voilà, c'est un confort pour les conférenciers quand le modérateur n'a pas la possibilité d'interrompre ou de rappeler alors. Mais c'était passionnant. Une question qui a été posée à 8h10, c'est certains de ces échos hors de l'objet lumineux. Donc, ça concernait le second cas, le cas d'Aguilla. Ne pourrait-il pas être des inversions de température possibles en fin de journée au-dessus de l'eau? Alors, non. En fait, là, on a regardé et on a soumis à des experts la carte des éco-radars. On avait des indications, comme cela a été dit aussi, enfin des indications météo. On a fait des recherches sur les vents à ce moment-là. Et l'avis des experts, c'est plutôt qu'il s'agirait d'éco-radars sur des nébulosités, donc sur des nuages qui dérivent en fait vers l'ouest, et c'est la direction du vent. Voilà. Donc on a une série de plots radars incohérents qui apparaissent, réapparaissent, etc., et qui dérivent lentement à la vitesse du vent vers l'ouest. Donc ce serait plutôt des nébulosités. Oui, sans parler aussi de choses qui sont les caractéristiques des radars, puisqu'on observe des amas de plots circulaires qui se font cercle autour du radar à certaines distances. Il y a des phénomènes de résonance, certainement. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Il y a des commentaires qui sont faits par des diverses personnes, mais pas de questions à proprement parler. Donc, il nous reste à remercier tous les conférenciers de cette soirée. Donc, je signale à nouveau qu'il y a un fascicule de 44 pages qui regroupe donc tous les articles qui sont parus sur les 4 thématiques qui ont été évoquées et qui est accessible sur le site de la 3AF. Donc, vous retournez à l'endroit où il y avait l'annonce de la conférence et sous le flyer, eh bien, il y a la disponibilité de ce fascicule qui permettra d'approfondir tout ce qui a été vu ce soir. Voilà. Et puis, je terminerai en disant que dans les commentaires, j'ai vu que l'ancien président de l'ONERA et président d'honneur de la 3AF, Michel Scheller, a écouté cette conférence, ces 4 conférences. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et si tu permets, je rajouterai juste un mot à l'intention de Michel Scheller, car il faut dire que l'initiative de la création de la commission revient d'ailleurs à son président précédent, qui était Alain Boudier, mais aussi au fait que Michel Scheller a osé poser le sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés dans l'enceinte de la 3AF, ce qui a sans doute conduit à beaucoup de commentaires et d'interrogations aujourd'hui encore. Et je le remercie de m'avoir confié, en fait, et de m'avoir fait confiance pour mener cette commission dans un deuxième voyage, plus orienté vers la technique et vers les sciences. Et donc, si cette commission existe, c'est bien grâce à lui. Donc, merci de sa fidélité pour avoir assisté à toutes ces interventions ce soir qui étaient toutes passionnantes. Merci.